Vous vous rappelez la première fois? Votre première fois? Non, pas celle-ci. L'autre. Moins jeune. Plus grand, cette première fois que nous avons tous vécu. Rappelez-vous, nous étions assis et soudainement, debout. Les mains dans le dos au tableau, le corps en bascule, façon culbuto, les yeux au ciel ou à terre pour ne pas voir le regard de nos camarades, dont le sourire était sournois et moqueur. Et puis soudainement, condamné au par cœur, c'était à nous. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec, je m'arrête là, 2 fautes. Le corbeau, c'est un bourge, un bourgeois. Encore faut-il l'entendre. Quant à l'arbre perché, le premier d'entre vous qui en trouve un me le rapporte. Je suis de nature et de jardin, je suis aussi collectionneur. C'était hier. Mais aujourd'hui, je ne ferai pas le constat ici de la pauvreté de la parole managériale, où la longueur se dispute à l'ennui, où les managers, au meilleur des cas, sont télégraphistes ou au pire, des comptables. Obligeance oblige. Mais cette parole dont je vous parle sera de plus en plus demandée demain dans un univers qui se digitalise, qui se numérise. Tout à l'heure, je pense que tu en as parlé, les soft skills. Alors, je ne sais pas ce qu'on met dedans, mais la parole reste quand même la pierre angulaire de tout acte de management. Il y a quelques années, Gilles Deleuze disait dans son abécédaire, « Écrire, c'est propre. Parler, c'est sale. C'est sale parce que c'est faire du charme. » Aurait-on oublié ce triptyque qui nous vient de l'Antiquité, Aristote? Communiquer, c'est instruire, le logos, plaire, l'éthos, et émouvoir, si le besoin est nécessaire, le pathos. L'oralité, cette oralité dont je vous parle, cette première épreuve que nous avons tous vécue, dont beaucoup n'ont pas fait la résilience. En intelligence émotionnelle, on appelle ça les marqueurs somatiques. Cette prise de parole devient nécessaire. L'oralité. Avant d'aller plus loin, faisons un point sur l'oralité qui sert de dénominateur commun à 3 sujets dont on parle beaucoup. La prise de parole, l'éloquence et puis l'art oratoire. La prise de parole, c'est que de la technique. Pas de truc, pas de ficelle. Et encore moins de martingale gagnante. La prise de parole, c'est comme le permis. Vous avez le code et la conduite. Eh bien, la prise de parole, c'est la conduite. La conduite de vous-même. L'éthos, disaient les Grecs. Et puis, on a l'éloquence. Ah, l'éloquence dont on parle beaucoup. L'éloquence. Là, l'orateur devient architecte du fond et de la forme. Et il s'appuie sur un système qu'on appelle la rhétorique. Vous connaissez la rhétorique? Vous en faites, comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le savoir. Et puis, il y a 4 étapes qui vont sanctionner, puisqu'il est architecte, cette mise en chantier, cette mise en forme. L'invention, la disposition, l'élocution et l'action. L'action, c'est le fait de délivrer son message, c'est la prise de parole. Démosthène disait que c'était l'étape la plus importante dans un discours. Et puis, il y a l'art oratoire. Je pourrais vous citer Louis-Ferdinand Céline qui disait que l'amour était l'infini à la portée des caniches. Eh bien, l'art oratoire, c'est aussi l'infini à la portée des caniches. Un minimum de culture, quand même. Et l'ignorance fait beaucoup de progrès. L'art oratoire, c'est la piste noire de l'orateur. C'est les Grandes Jorasses, un matin de novembre, par la face nord. Ou pour ceux qui auraient des humeurs maritimes, le passage des 40e rugissants. Imaginez un général qui déplacerait ses corps d'armée en fonction du mouvement de l'ennemi.
Eh bien, c'est ça leur oratoire. Savoir désorganiser sa propre démarche intellectuelle pour se soumettre à l'inattendu et servir en permanence. Savoir improviser. Et puis, cela nécessite de la mémoire. Mémoire que Quintilien, au 1er siècle, rajoutait entre l'élocution et l'action. Mais l'oralité reste en fait le point commun de ces trois sujets. Mais c'est aussi par la pratique que l'on travaille l'oralité. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'astuce, ni de ficelle, ni de truc. C'est par des exercices que l'on travaille sa prise de parole. Le but est de retrouver ce naturel. Tout le monde a un naturel. Mais ce naturel a tendance à disparaître aussitôt qu'on est confronté au regard des autres. C'est pour ça que c'est un paradoxe. Se retrouver soi-même nécessite un travail. Mais on ne peut pas dissocier le corps, le geste et la voix. C'est à travers le corps que la voix s'exprime. Et si le geste est le verbe du corps, la voix est la signature du corps. Et le tout authentifie notre personnalité, notre singularité, notre individualité. Mais nous avons une langue pour communiquer. Nous avons la même. Est-ce que vous connaissez la spécificité de la langue française? Non. Georges Leroy, auteur du traité pratique de la diction française, livre qui fait toujours référence et toujours réédité, disait que la langue française est une droite, je dirais même plus, en toute humilité, c'est une plate. Elle n'a pas d'accent tonique, comme les autres langues. En revanche, elle en a un, réputé comme fixe. Et la langue française a une difficulté, elle ne peut se comprendre que sur l'attaque et la finale. Ce sont les syllabes qui donnent la compréhension du message. Et que remarque-t-on lorsque quelqu'un s'exprime? Une attaque un peu indécise, molle, je dirais même émolliente. Et puis, que se passe-t-il? Soudainement, au fur et à mesure qu'il parle, un stress aigu le prend, manifestation de sa peur, la peur paralysant la mémoire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'il parle, il se projette par l'impensé de ce qu'il va dire par la suite. Du coup, conséquence, les finales s'effondrent. Il pense être dans le mouvement, alors qu'il n'est que dans la précipitation. Constat, une parole monocorde qui fait apparaître la notion psychologique du temps, la durée. C'est long, on s'ennuie, on bâille, on décroche, tout simplement. Alors, puisque je vous ai parlé de pratique, que devrait-on faire? J'ai vu quelques-uns parmi vous qui avaient écrit leur texte. C'est un des paradoxes, l'oralité se construit dans l'écrit. Mais pour échapper à ce corps mort de l'écrit que disait Bossuet, encore faut-il rendre la langue vivante. Et c'était là qu'il faut absolument déstructurer son texte, enlever toutes les ponctuations écrites. On transgresse les virgules, on ne s'arrête pas au point, on accélère, on décélère, on élargit, on fait des ruptures. On est vivant et on regarde. Sachez que vous, auditoire, vous êtes le stimulant nécessaire pour ma prise de parole. Car si je suis émetteur, vous êtes récepteur, c'est très simple. Mais c'est un peu plus compliqué. Parce que je vous regarde et que vous me renvoyez en permanence votre écoute, vous êtes récepteur-émetteur et moi, je suis émetteur-récepteur. Vous voyez le jeu? Et puis le regard me permet d'étalonner ma voix. C'est un regard. La situation est claire, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous êtes d'accord? C'est clair? Et puis il y a les silences. Alors, en communication, on ne fait pas de blanc. Je trouve cette expression assez désagréable. Je dirais même pornographique. Prendre un blanc. Que fait-on du noir? On le broie? C'est un peu dégueulasse, non? Comprenez-le. On prend des silences pleins. Le silence permet. La réflexion permet
la compréhension, permet la mémorisation. Et d'ailleurs, le silence fait partie aussi de la phrase musicale. Le silence. Et quand je respire, je parle sur mon expiration. Et quand je suis en haut de l'inspire, je suis maître du temps, maître des horloges, maître du jeu de dire, maître corbeau sur un arbre perché. Merci.